Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. En l'occurrence, ce mercredi matin, l'édito d'Arthur Berda. Bonjour. Bonjour Bernard. Arthur, vous souhaitez nous parler et revenir en quelque sorte ce matin sur les premiers pas du nouveau garde des Sceaux, Monsieur Éric Dupond-Moretti. Bon, ces premiers pas ont été particulièrement scrutés depuis qu'il a pris ses fonctions. Oui, souvenez-vous, lorsqu'il a été nommé à la chancellerie début juillet, Éric Dupond-Moretti a tout de suite suscité une certaine attente dans le pays, à la fois chez ses collègues du gouvernement, bien sûr, mais aussi chez les Français. On se demandait quelles seraient ses premières déclarations, quels seraient ses premiers pas. On ne savait pas s'il allait rester lui-même ou s'il allait chercher à rentrer dans le rang. Bref, il y avait de la curiosité autour de ce personnage que l'on connaît plutôt bien dans les tribunaux, sur les plateaux et même sur les planches, mais pas encore en tant que ministre. Or, finalement, acquittator de son surnom, a très vite troqué sa robe d'avocat contre le costume cravate de ministre et il s'est mis au travail. Sa feuille de route, elle est très ambitieuse. Il l'a présentée dès son discours d'investiture. Il l'a développée ensuite dans une interview au journal du dimanche. Et depuis, il déroule. Il est sur le terrain, à l'Assemblée, au Sénat. En clair, il prend ses marques et il le fait plutôt discrètement jusqu'à présent. Mais pourquoi est-ce que vous dites jusqu'à présent? Ça sous-entend qu'il pourrait bientôt être plus visible? Alors, je ne sais pas s'il y arrivera, mais en tout cas, c'est ce que l'on espère à l'Élysée, parce que la nomination d'Éric Dupond-Moretti, ça n'est pas simplement une prise de guerre de la société civile, comme avait pu l'être Jean-Michel Blanquer au début du quinquennat. Ça n'est pas non plus uniquement le débauchage d'un expert de ces sujets, non. L'arrivée d'Éric Dupond-Moretti au gouvernement, elle va chercher plus loin dans l'esprit d'Emmanuel Macron, puisque le président de la République veut en faire, en quelque sorte, le Bernard Tapie de son quinquennat, c'est-à-dire une arme anti-populisme, une arme anti-Rassemblement national, une arme anti-Le Pen, exactement comme l'avait fait à l'époque François Mitterrand avec l'homme d'affaires. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi Dupond-Moretti pour cette mission et pas quelqu'un d'un petit peu plus politique? Eh bien justement, parce qu'Éric Dupond-Moretti, il n'est pas politique. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est quelqu'un qui dit les choses telles qu'il les pense. Il ne s'embarrasse ni de la langue de bois politicienne, ni de la novlangue technocratique. Il parle cash, il parle vrai, et ça a plu à Emmanuel Macron. Et puis, l'autre élément qui a plu à Emmanuel Macron, c'est qu'Éric Dupond-Moretti, il n'a jamais caché sa haine, je cite, viscérale pour le Rassemblement national, à tel point qu'il a carrément voulu faire interdire le parti de Marine Le Pen en 2015 parce qu'il ne le jugeait pas républicain. Bon, ce combat-là, il a renoncé à le mener, mais désormais, sa mission, ce sera non plus de chercher à faire disparaître le RN, mais au moins d'essayer de le faire reculer. Merci beaucoup, Arthur Berda du Figaro. Chaque matin sur Radio Classique, cette semaine encore, donc demain, à demain. Faute, à la même heure. Merci beaucoup, il est 8h15. Merci de nous écouter. Tout de suite, l'invité de la matinale. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. Jean-Paul Ortiz, ce matin, le président de la CSMF, je vous rappelle, la Confédération des syndicats médicaux français, créée en 1928, majoritaire chez les médecins libéraux. Monsieur Ortiz, bonjour. Bonjour. On a eu confirmation hier que le Covid-19 sera bel et bien reconnu comme maladie professionnelle pour les soignants, dont vous faites partie. Vous vous en réjouissez, j'imagine. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Cela avait été annoncé par le ministre à l'époque. On attendait, parce que je rappelle quand même que nous avons une cinquantaine de médecins qui sont décédés pendant cet épisode de Covid-19. Nous avons entre 5 et 6 000 médecins libéraux qui ont été en arrêt maladie pendant cet épisode. Vous voyez, c'est considérable. À cause du virus, bien sûr. À cause du virus, bien sûr. Donc, on attendait que ça soit en maladie professionnelle. Et pour nous, c'est très important parce qu'il y a bien sûr une reconnaissance, mais il y a aussi des séquelles après l'épisode de Covid-19, des séquelles neurologiques qui sont souvent difficiles. Donc, c'est important que ça soit en maladie professionnelle. Et dans l'idéal, ça devrait être étendu à tout le monde, si on a les moyens financiers, non? Aux éboueurs, aux caissières de supermarchés qui se sont tapés le virus aussi. La définition d'une maladie professionnelle, c'est qu'elle a été contractée pendant l'exercice de sa profession. D'accord. Si on en fait la preuve, bien sûr, mais c'est pas toujours facile. Pour les soignants, c'est relativement évident. Dans d'autres métiers, ils peuvent effectivement l'avoir contracté pendant l'exercice de leur métier. Ils peuvent aussi l'avoir contracté ailleurs. En allant chez des amis, boire un coup. Tiens, justement, à propos, où en sommes-nous de la circulation du virus en France?
Il y a eu 14 morts hier, quand même, à cause du Covid-19. On parle de clusters ici et là, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, en Mayenne, etc. Certains ferment les plages, d'autres envisagent de faire des choses. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que vous remonte du terrain, vos adhérents? Le virus continue à circuler. Il y a des cas de Covid-19, de maladies virales, dont certains sont relativement bénins, d'autres sont plus graves. Quand on a les chiffres de la Direction générale de la santé où le nombre d'hospitalisations diminue, oui, ça ne veut pas dire qu'il n'en rentre plus, ça veut dire que le solde est négatif. Il en sort plus qu'il n'en rentre. Exactement. Donc, on voit bien que ça continue à circuler. Je suis frappé de voir la lenteur de diminution des patients qui sortent de réa. On est encore à presque 400 et il en sort en solde une quinzaine. On est quand même loin du déconfinement. 11 mai, voyez où on en est. Oui. Donc, ça veut dire que le virus continue à circuler. Ça veut dire qu'il continue à y avoir des malades atteints du virus. Il y en a qui sont hospitalisés, il y en a quelques-uns qui rentrent en réanimation. Il faut vraiment être extrêmement prudent. Il faut vivre avec. C'est pas fini. Moi, je suis frappé. Oui, mais vivre avec, ça veut dire vivre avec un masque. Oui, mais je l'ai, moi, le masque. Vous êtes venu avec votre masque. Bien sûr. Mais quand les jeunes se réunissent actuellement, là, partout en France, parce que c'est l'été, c'est la fête pour boire des coups, ils n'ont pas de masque. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors on leur met des prunes. C'est irresponsable. Et je trouve que le gouvernement, depuis le début de cette crise, il n'est pas clair. Il n'a pas un message clair. Au départ, on a même dit... Il est louvoyant, c'est vrai. Le masque, c'est même pas la peine pour la population générale. Ça, on oublie. Bon, mais oui, mais à un moment donné, excusez-moi, mais le Français, il a besoin d'un message clair. Mais c'est quoi le message clair, là, aujourd'hui? C'est comme le les message Espagnols. clair, vous voulez que je vous le dise? Dites. Bien sûr, masque obligatoire dès que vous sortez de chez vous. Dans la rue, au bistrot, partout. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes dans une rue piétonne, que vous êtes les uns serrés contre les autres, quand vous êtes à la terrasse d'un bar et forcément vous vous levez, etc., et vous remettez pas le masque, on va pas mettre des flics dans chaque terrasse de bar, et bien effectivement c'est là qu'il y a des contaminations. Je vais vous donner un exemple. Dites. En Espagne, aujourd'hui, ils ont rendu le masque obligatoire et ils ont bien fait. Et effectivement, comme vous dites, ils mettent des prunes. Ils plaisantent pas, hein. Ils plaisantent pas. Je peux vous le dire parce que je l'ai vécu. 100 et quelques euros première fois, 600 euros la deuxième fois. Et vous discutez pas. Et vous payez l'amende immédiatement. Or, quand on regarde les âges des nouveaux patients atteints de Covid-19 avec une RT-PCR positive en Espagne, pendant l'épidémie mars-avril, âge moyen 60 ans. Il y avait des jeunes, mais il y avait beaucoup de gens âgés. Ce sont ceux-là qui meurent. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, en Espagne, c'est 37 ans et demi. Cherchez l'erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les jeunes qui se contaminent, ils vont amener le virus à la maison, ils vont le donner à leurs parents, ils vont leur donner à leurs ascendants, à leurs grands-parents, et malheureusement, ce sont les grands-parents qui vont faire des formes graves, qui vont se retrouver en réanimation, et qui vont à nouveau avoir des formes dont ils ne se sortiront pas, et on va avoir le nombre de décès qui va réaugmenter. C'est ça la problématique. Bien évidemment, il y a aussi le drame absolu que représentent les asymptomatiques. Bien sûr. C'est-à-dire ceux qui l'ont attrapé, on ne sait pas qui sont... En particulier chez les jeunes. On estime que suivant les études et les populations, on a 40% de patients RT-PCR positifs. Attendez, RT-PCR, ça c'est de l'hébreu, c'est quoi ça? Ce sont les patients à qui on a fait le test dans le nez. Vous savez, les couvillonnages. Ah oui, d'accord, ok. Donc, qui ont un test positif, et on estime qu'il y a, lorsqu'on fait des tests positifs, lorsqu'on fait des tests population générale, sans tri, on a 30 à 40% de patients qui sont porteurs et qui n'ont quasiment aucun signe, voire aucun signe. D'accord. Ceux-là, ils transportent le virus, ils le diffusent. Et ils le donnent. Et ils ne le savent même pas à leur corps défendant. Donc la problématique, elle est là. Il faut porter les masques. Il faut rendre le masque obligatoire dès que vous sortez de chez vous. Bien sûr, si vous êtes à la campagne, que vous croisez personne, vous n'avez pas gardé le masque, c'est bien évident. Dès que vous sortez de chez vous, le masque, si vous l'avez pas, une amende. À propos du message politique brouillé, comprenez-vous, Jean-Paul Ortiz, que on attende le 1er août pour faire des tests systématiques aux aéroports sur les gens qui arrivent des pays rouges, les fameux 16 pays où, paraît-il, ça circule très vite. Comprenez-vous que on dise les foires et les salons rouvrent début septembre sans jauge maximum? Sur les tests dans les aéroports, je l'ai dénoncé dans un autre média. C'est scandaleux à partir du moment où on voit qu'il y a du virus qui circule dans des pays, qu'il y a
des voyageurs qui viennent de ces pays-là, il faut le faire immédiatement. Chaque fois, on traîne. Oui, il faut qu'on s'organise, il faut mettre en place les systèmes. C'est compliqué, etc. 300 personnes dans un avion. Attendez, on prend la décision ou on la prend pas dans ce pays? Et une fois qu'elle est prise, on l'applique ou on l'applique pas? C'est quand même, il faut arrêter ça. Parce que, quelque part, excusez-moi, mais cette attitude où on décale, où on sait pas trop, on hésite, etc., moi je considère que c'est une attitude qui est criminelle, parce qu'on protège pas la population. Quand vous parliez des salons sans jauge, qu'est-ce qui va se passer? On va être obligé de faire marche arrière. Alors, je comprends le poids économique, je comprends qu'on peut pas dire, on peut pas faire de salon, on peut pas, parce que c'est un enjeu extrêmement fort. Mais pourquoi est-ce que d'emblée, on donne pas une règle claire que l'on respecte? Alors vous allez me dire, oui, on l'a découvert, on savait pas trop, ce virus est curieux. Tout ça est vrai. Mais à un moment donné, à partir du moment où on prend une décision, quand le président de la République, le 14 juillet, dit on va prendre une décision au 1er août et que finalement le Premier ministre l'avance d'une semaine, mais c'est le 14 juillet qu'il faut faire appliquer le masque obligatoire d'emblée, c'est pas la peine de traîner. Enfin, et partout. Une dernière question, Jean-Paul Ortiz. S'il y a une deuxième vague, ce qui est possible, voire plausible, vous, les médecins, êtes-vous plus prêts qu'en mars? Oui, indiscutablement oui. D'abord parce que on a aujourd'hui des masques et des équipements de protection individuelle. La deuxième chose, c'est qu'on peut tester de façon beaucoup plus large. La troisième chose, c'est que médicalement, on a progressé. On connaît mieux le comportement de ce virus et le type de maladie et le déroulé de la maladie qu'il va provoquer. On sait que, par exemple, en réanimation, ça peut être long, 3-4 semaines, ce qui nous a beaucoup surpris au départ, et on commence à avoir des pistes, non pas de traitement, mais en tout cas de prise en charge de ces patients, en particulier avec les corticoïdes à forte dose en deuxième semaine, et avec des médicaments qui commencent à être actifs et qu'on pourra utiliser. Donc on est mieux préparé, c'est indiscutable. Mais on ne sera vraiment tranquille que quand le vaccin sera mis au point, avant 2021. Fin 2021, au mieux. Merci beaucoup Jean-Paul Ortiz, le président de la CSMF sur Radio Classique. Extrêmement clair ce mercredi matin. Je vous souhaite une bonne journée et un bon été, monsieur Ortiz. Il est 8h25 exactement. Merci de nous écouter. La suite dans un court instant. Laurent Saïm et le procès. Le procès intenté par Johnny Depp à la presse. Selon plusieurs enquêtes de presse, l'acteur aurait battu son ex-femme. La justice anglaise va trancher.